Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On-Jase-là, l'émission où on vous parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro. Et comme d'habitude, je suis entouré de mes fidèles collaborateurs, Samuel. Bonjour. Rosemary. Allô. Et c'est tout, un autre épisode à la voix feutrée. Tout calme alors qu'on est seulement trois autour de la table. Toute intimité. En toute intimité. Samuel, Allô. Cette semaine, dans cette intimité, tu nous parles en fait de personnes qui viennent parfois violer notre intimité. Ouais, on va laisser le faire, le feutrage, on va parler d'affaires. Oui. OK. Oui. Le viol d'intimité, bon, ça reste dans le cyberespace. Donc, Ouais. je vais vous parler en fait de cyberguerre, de piratage informatique et de propagande numérique. Donc, ces trois choses, en apparence différentes, sont fortement reliées, puis sont bien imbriquées en fait dans l'histoire récente et moins récente de l'Internet, au point où est-ce qu'aujourd'hui, avec l'Internet qui est si présent autour de nous, nous affecte quotidiennement, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc, j'avais le goût de vous parler un peu, passer à travers ces sujets-là. Super, j'ai bien hâte. T'es pas mal dans mes cordes, là. Ouais, je le sais. Je suis assez intéressé. Je le sais, je te connais. Ouais, tu me connais. Puis toi, Marc-André, on va faire une petite mise en abîme. En fin d'émission, on va parler de podcast. Ben oui, en fait, ça, je vais vous parler d'un podcast bien de chez nous qui s'appelle Montréal Parallèle. C'est un excellent podcast, probablement ma découverte de l'automne. Puis j'ai bien hâte de vous en dire plus. Je pense que certains recoupements par moment avec ce qu'on fait ici, avec les sujets dont on traite à l'émission, mais eux autres, ils le font d'une façon totalement différente. Donc, je vous en dis plus à la fin de l'émission. Des compétiteurs, je veux pas en entendre parler. Ben non, c'est pas des compétiteurs, c'est des amis. C'est des amis. Des futurs amis. On Des amis l'espère. de l'émission. Ils sont excellents. Les amis de l'émission. Qui viennent compléter d'une certaine façon, je pense qu'on fait, ou nous on les complète. En tout cas, vous en saurez plus à la fin. Mais avant toute chose, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Donc aujourd'hui, on boit la flambée 64 de la microbrasserie Le Loup Rouge, située à Sorel-Tracy. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une Rauchbier ou une bière fumée d'inspiration allemande qui est brassée à partir de malt fumé. Donc c'est une bière qui est à 5,5% d'alcool. C'est une bière à la robe cuivrée assez foncée et au collet mince qui se dissipe assez rapidement. Au nez, on a vraiment des arômes de malt fumé. On se croirait près d'un feu de camp. Sans le bacon. Oui, ben c'est ça, mais en bouche, c'est très intense. Ma foi, sur le coup, j'étais pas trop convaincue. Je trouvais que justement, ça goûtait un peu comme du bacon, mais pas du tout salé. Mais au bout de quelques gorgées, le goût fumé finit par s'estomper un petit peu, puis il vient faire place à un goût de caramel puis de houblon. Donc en conclusion, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était la bière fumée la plus réussie, mais bon, je suis peut-être un petit peu rendue un peu difficile sur mes bières fumées parce que bon, j'ai eu la chance cet été en Allemagne d'aller dans la belle ville de Bamberg, une ville qui est reconnue pour ses bières fumées, justement, où j'ai goûté la Echt Schlenkerla Rauchbier, que je vous conseille d'ailleurs, elle est Vous êtes capable de l'écrire. Oui, je vais le répéter. Echt Schlenkerla Rauchbier. Je vous souhaite bonne chance maintenant. On affichera l'étiquette sur la page de l'émission. Parfait. Okay, donc, je sais qu'avant, elle était disponible à la SAQ, cette bière-là. Je sais que la SAQ a beaucoup réduit leur offre de bière importée, donc je ne sais plus si c'est le cas. Si vous n'êtes pas loin de l'Ontario, je sais qu'elle est disponible à la LCBO, mais bon, je n'étais pas là pour faire de la publicité pour cette bière-là. Je disais juste que, bon, j'ai beaucoup aimé cette bière-là, donc je suis rendue un peu plus difficile sur les bières fumées. Ma seule critique, c'est que j'ai trouvé qu'elle était peut-être un peu mal équilibrée. Je trouve qu'on perd un peu les nuances à cause de l'intensité du côté fumé. Mais somme toute, elle était bonne quand même. Là. Je l'ai bien aimée. Comme je dis, après quelques gorgées plus. Honnêtement, moi qui n'ai pas fan, puis Oui. c'est pour ça, ben, peut-être que c'est parce que tu m'avais préparé. Ouais, j'avais mis écouté. ça pire que ce que c'était. Oui, Hein? puis je la trouve vraiment bonne. Ouais, Je tiens à le dire, chers amis de l'émission, cette bière m'a mis en paix avec les bières fumées. T'as pas goûté celle de Bamberg, par contre. J'ai manqué ma On va chance. se retourner en Allemagne. ça Ah. va. Ah, voir, je retourne à Bamberg. Maudit. Oui, à Bamberg, précisément. Mais rapidement, pour le plaisir de nos oreilles, comment on fait ça une bière fumée? Ben, mon Dieu, tu me poses des questions, toi. Comme j'ai dit, c'est que c'est concocté à partir de malt
qui est fumé. Donc, je sais à la base, quand on a commencé à faire de la bière, le malt était en fait grillé sur du feu, ce qui lui donnait un côté fumé. Mais je sais que la technique a changé éventuellement, puis on n'utilisait plus de feu. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu ce côté fumé-là du malt qui était présent dans à peu près toutes les bières à la base. Mais c'est ça, il y a des places comme Bamberg, justement, qui ont gardé cette tradition-là de cuire le malt sur le feu. Puis c'est ça, il y a des brasseries qui s'amusent à ramener cette technique-là, en fait, qu'on a perdue au fil du temps. Est-ce que je réponds à ta question? Ben oui, merci. Excellent. Excellent. Bon, on a appris plus, c'est bon. Voilà. Donc c'est ça, c'était la flambée 64 de la brasserie Le Rouge. Ben, merci beaucoup, Rosemary. Ça me fait plaisir. Puis ouais, je l'aime bien, moi, mais c'est ça, on la boit pas trop vite quand même. C'est un goût assez punché, mais j'aime quand même, j'apprécie les bières fumées, puis ça m'aide. Mais tu vois, là, je viens de prendre ma première gorgée ce soir, puis je la trouve vraiment moins pire qu'hier. C'est peut-être parce que je m'attendais pas à ça, parce que les bières fumées, je pense par exemple à la Raffmann d'Unibroue, ou encore, c'est ça, celle que j'avais bu en Allemagne, je les trouvais quand même moins fumées que ça. J'ai peut-être été un peu trop surprise hier, mais là, tu vois, je viens de prendre une gorgée puis je m'attendais à pire, donc on dirait que je l'apprécie plus qu'hier, donc tant mieux. Donc une bière à reprendre plusieurs fois. Voilà, exact, elle s'apprivoise. Exactement, ben merci beaucoup. Ben ça me fait plaisir. Maintenant, Samuel, on parle de cyberespace, de cyberguerre, de hacking. Vas-y, j'ai hâte, là. Vous savez que moi, j'aime ça l'espace, mais j'aime beaucoup le cyberespace aussi. Donc, j'avais envie de vous en parler. Pour ceux qui avaient écouté le très long épisode que j'avais fait sur l'histoire de l'Internet, vous allez peut-être pouvoir faire des liens. Sinon, vous pouvez toujours écouter cet épisode, mais je vous avertis, il est très long. Il est bon, par contre. Il n'y a pas découragé nos personnes. Non, bien entendu, je suis quand même capable de faire preuve d'autocritique. Je reconnais m'être beaucoup étalé sur un sujet qui me passionnait un peu. Cela dit, si la chronique que je vous présente aujourd'hui vous intéresse, je vous recommande d'écouter l'épisode qu'on a fait sur l'histoire de l'Internet. Dans le fond, on commence un peu là, le principe, la cyberguerre et tout. Il n'est pas question de se battre avec des pistolets laser et des trucs comme ça. Là. Puis c'est pas, on rentre pas dans la matrice, on ne se bat pas contre. Mais tu viens tellement de perdre tout mon intérêt. Je le sais. Je suis vraiment désolé, puis je suis convaincu que plusieurs auront fait pause immédiatement en m'entendant. Merci aux auditeurs qui restent. Merci. Je suis là pour briser des rêves aujourd'hui. Non, mais pour vrai. La cyberguerre, c'est quelque chose qui nous affecte quotidiennement. Je parle de cyberguerre, mais pour vrai, tout ce qui est les actes de piraterie informatique, puis de sabordage, en fait, des écosystèmes du web, c'est quelque chose qui nous touche très actuellement, qui est très proche de nous, finalement. Mais bon, pour faire la petite histoire, moi, je voulais vous parler en particulier des hackers russes parce que c'est eux qu'on entend le plus parler dans les médias aujourd'hui. Puis, ça fait longtemps, c'est une tradition en fait qui provient probablement de l'après-guerre froide de parler de pirates russes. Parce qu'en fait, au courant des années 90, au début des années 90, lorsque vraiment l'Internet devient démocratique avec le World Wide Web, puis les gens sont capables en fait de diffuser des pages personnelles à peu de frais, c'est vraiment la démocratie de l'Internet qui apparaît, ironiquement, on retrouve en fait les Russes à former des informaticiens au début des années 90 en réponse principalement au programme antibalistique américain. Okay. Je pense que ça s'appelait programme Star Wars ou quelque chose comme ça. Là. C'était George Bush père qui avait lancé. C'était un peu avant, en fait. C'était Reagan qui avait lancé ça dans les années 80. Donc c'était à cause justement de la série de films Star Wars. Donc début des années 80, on était en plein milieu de la première trilogie. C'est lui qui avait parti le programme justement qui a lancé vraiment une course à l'armement encore plus rapide contre les Russes. Donc ça part un peu de là en fait le mythe du hacker russe parce qu'on savait que les Russes se préparaient pour contrer ça, puis avec l'avènement justement des réseaux internet, etc., ça semblait être justement un chemin à prendre. Mais faut dire en fait que la véritable culture du hack en Russie se trouverait probablement davantage au travers d'une jeunesse qui est disparate puis qui ont des moyens puis des contextes sociaux assez variés.
mais qui en général est assez dépourvu. Donc on se retrouve dans un pays qui se relève après le communisme, qui essaie justement de structurer son économie, que en fait les plus grands pans de l'économie appartiennent à une poignée de gens. Donc les gens, le commun des mortels finalement se retrouve avec peu de moyens, puis font appel à leur débrouillardise dans un monde justement qui est en train d'être révolutionné par la prolifération des appareils électroniques puis des communications. Donc vraiment une jeunesse disparate qui partage en fait principalement l'autodidactie comme mode d'apprentissage. Donc l'apprentissage du piratage, du hacking, de comprendre comment en fait programmer et utiliser l'ordinateur comme un outil, c'est quelque chose qui s'apprend par eux-mêmes, donc pas à l'école. Puis le coup en fait qui va vraiment marquer l'imaginaire quant au hacker russe, c'est en 2007. Ça se passe en Estonie, qui est tout nouvellement en fait membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Ouais. Donc en fait, c'est une attaque informatique sur l'Estonie, un pays qui est en train de reconstruire en fait son économie autour de justement les nouvelles technologies. Là, on est en plein boom en fait, boom informatique là, au courant des années 2000. C'est un des pays les plus avancés en termes de numérisation pour le gouvernement, mais aussi au sens plus large de la société. C'est dans les leaders mondiaux en tout ce qui a rapport avec l'Internet et tout ça, ça n'a aucun bon sens. Il y avait à cette époque-là une dizaine d'années d'avance sur le reste de l'Occident en termes d'utilisation de l'Internet, que ce soit pour payer des comptes, que ce soit pour accéder à ses services bancaires, etc. Puis le pays a été complètement paralysé par une attaque informatique qui serait associée au groupe Nachi, un mouvement en fait de jeunesse antifasciste excessivement nationaliste en Russie, puis qui serait en fait très proche du gouvernement russe. Donc ce serait pas le gouvernement russe qui aurait déclenché l'attaque, ce serait un groupuscule en fait. Puis en fait c'est en s'attaquant justement aux services informatiques du pays, que ce soit les institutions bancaires ou gouvernementales, ils ont paralysé le pays et ont causé des centaines de millions de dollars en dommages. Et ça pendant plusieurs jours. Et ça a été vraiment considéré comme le premier acte de cyberguerre, au point où est-ce que l'OTAN ont réagi, en fait, 2 ans plus tard, en concevant la première base militaire ayant pour mission de protéger le cyberespace. OK. Puis, petite anecdote, c'est intéressante, c'est suite à cette attaque-là, l'Estonie a créé une ambassade virtuelle au Luxembourg, si je me trompe pas, où toutes les données du gouvernement sont copiées pour avoir un backup au final. C'est un backup immense au cas où les Russes feraient d'autres attaques. Donc, c'est suite à cette première attaque-là, ils ont créé la première ambassade. Je pense l'unique pour l'instant, ambassade virtuelle. Donc, Fort intéressant. J'avais pas lu ça, c'est cool. Lire sur l'Estonie puis l'Internet, c'est fascinant. Ils sont encore d'avance aujourd'hui. Avec une seule carte d'identité, ils peuvent tout faire. Mais tout faire, sauf, je pense, se marier. Mais la Sphère avait fait une excellente émission là-dessus il y a 2 ou 3 ans, donc je vous invite à rechercher, à faire une petite recherche Google si ça vous intéresse. On salue Mathieu Dugal. On salue Mathieu Dugal. Est-ce que, tant qu'à être dans les fun facts, sais-tu pourquoi cette attaque-là aurait été déclenchée sans représailles de quoi? Ben, t'as nommé la session justement l'accession du pays à l'Union européenne puis l'OTAN, donc c'est pas mal le premier réflexe. Il y avait eu une certaine... L'Estonie faisait partie de l'Union soviétique auparavant, il y avait une certaine entente non écrite, plus ou moins écrite entre les Européens et les Russes, que les Européens ne se rendraient pas jusqu'à ces États-là, et ben on le sait aujourd'hui, ils se sont rendus là, donc ils sont directement à la porte de la Russie. Puis un autre événement en fait qui semblerait être directement relié à ça, c'est particulièrement symbolique en fait. Il y a toute cette association-là, mais aussi il y a le rejet finalement. C'est pas juste l'association à l'Union européenne, mais le rejet du passé soviétique du pays. Parce que ça s'est passé pas très longtemps en fait après le déboulonnement d'une statue de bronze à Tallinn représentant un soldat de l'armée rouge. Donc, c'est quoi qui commence à être fréquent justement dans ces pays-là qui voulaient rejeter puis se reconstruire une histoire nationale détachée finalement de cette époque-là. Donc, un peu à travers ça, justement, on comprend pourquoi des nationalistes se sont jetés dessus. Puis, l'attaque qu'ils ont faite, en fait, c'est une attaque qu'on va diminuer en fait par DDoS ou
le premier D, je m'en souviens plus, là. Moi non plus. Mais, Denial of Service. Donc, dans le fond, un déni de service en français, c'est, dans le fond, une attaque très brute où est-ce qu'on va multiplier les connexions qu'on fait à l'égard d'un service sur Internet. Donc, par exemple, toi, moi, Rosemary, toi étant Marc-André, Marc-André, Rosemary, moi, on a chacun nos ordinateurs, on se met avec des amis, puis on se met à spammer le site, par exemple, d'une institution, d'une entreprise qu'on n'aime pas vraiment. OK. Bon, OK? Ça pourrait être une page web ou ça... Enfin. Donc, on n'arrête pas de rafraîchir la page. On n'arrête pas de rafraîchir la page, exactement. On clique un peu partout, on crée des connexions. Parce que chaque fois qu'on fait un clic, qu'on accède à une adresse web, on établit une connexion avec le site web. Puis en général, c'est un peu comme c'est un peu comme une poignée de main. Finalement, là, il y a un échange qui est fait. On demande des ressources, on se fait envoyer les ressources, puis ça finit là. Mais là, à force de constamment en demander, le serveur qui fournit en fait ces ressources-là, la page web qu'on veut accéder, n'est plus capable de fournir à un certain point que le serveur, étant surchargé, va juste s'écraser sur lui-même parce qu'il n'est plus capable de fournir. OK. Puis le site web tombe hors service. Donc, c'est ça qu'ils ont fait, en fait, mais en utilisant ce qu'on appelle des ordinateurs zombies. Puis là, il n'est pas question d'infecter le cerveau. Puis en tout cas, c'est pas des ordinateurs qui commencent à marcher lentement un peu partout puis qui nous envahissent. Non. Ben non, je sais. Je suis là pour briser des rêves, comme je vous ai dit. Quel don de décevoir. Ouais, oui. Donc, des ordinateurs... Joyeux Noël, tout le monde. Donc, des ordinateurs zombies, en fait, c'est des ordinateurs qui ont été infectés par un virus de type botnet, qui est un petit robot, un petit logiciel robot qui va être programmé pour exécuter des opérations qui sont demandées de l'extérieur. Okay. Donc, essentiellement, Marc-André, tu aurais ton ordinateur, tu aurais un botnet d'installer sur ton ordinateur. Quelqu'un voit que le botnet est actif sur ton ordinateur en s'y connectant et va lui envoyer, par exemple, une commande d'aller se connecter au site web, mettons, du FBI, par exemple. Mais là, ton ordi ne fera pas grand-chose tout seul. Le truc, c'est de déployer ça sur un maximum d'ordinateurs, un peu partout dans le monde, pour lancer une attaque simultanée en causant, en fait, justement, en lançant l'opération sur chacun de ces ordinateurs-là vers un site donné. Puis, c'est assez destructeur parce que, soudainement, le service web qui était relativement tranquille, qui avait un flow continu, qui est, en fait, designé pour subir une certaine pression limitée, se voit recevoir des dizaines de fois ce qui est supposé recevoir, puis les ressources sont surchargées. Bon, vous avez déjà vu ça, un ordinateur qui lag parce que vous avez trop ouvert d'applications. Ouais. Bon, c'est le même principe pour un serveur web, c'est un ordinateur, comme les autres. Donc, c'est en fait une attaque qui est somme toute assez simple. À peu près n'importe qui peut faire ça, puis les plus grands actes de piratage connus, c'est souvent des dénis de service qui ont été occasionnés sur des grandes institutions. C'est sûr que c'est très impressionnant lorsqu'on réussit à mobiliser des dizaines de milliers d'ordinateurs pour faire une attaque de déni de service sur un service qui est fait pour recevoir déjà de grandes charges, par exemple Amazon ou Yahoo. Ouais. Or, au courant des années 2000, il y avait au tout début des années 2000, il y avait un certain Mafia Boy sur Internet qui est maintenant connu en fait sous le nom de Michael Kals. En tout cas, désolé. Donc Michael. En fait, c'est un jeune Québécois de l'île Bizarre qui aurait causé pour à peu près 1,7 milliard de dégâts en provoquant une attaque de déni de service sur des sites comme Yahoo et Amazon. C'est ce qui est fascinant, je dirais, que ce type d'attaque-là, c'est aucunement sophistiqué, c'est peu cher, si je me trompe pas, à mettre en place. C'est peu cher. Ça demande quand même une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine compréhension. Mais lui, alors qu'il avait 15 ans, comprenait un peu comment utiliser les scripts, donc ces espèces de micro-programmes qui permettent en fait d'exécuter une série d'opérations sur un ordinateur sans nécessairement
c'est pas un logiciel, là, c'est vraiment juste une série d'opérations, un script. Donc de comprendre comment utiliser ces scripts-là, de les appliquer, de déployer finalement le virus, par exemple avec des chaînes de LED, des fichiers, des pièces jointes ou des plateformes de téléchargement pair à pair comme les torrents. Puis de synchroniser, en fait, de réussir à se connecter à tous ces virus-là qui ont été implantés, puis de lancer l'attaque. Si je me souviens bien, il était là, tout le monde en parle. Là, 4 ou 5 ans, ça fait quand même un bon moment. Pour raconter justement tout ce qu'il avait fait, puis après ça, les étapes, ensuite, après qu'il soit fait pogner, puis comme qu'aujourd'hui il travaille. Je sais pas si c'est l'FBI ou une compagnie privée ou quelque chose du genre, mais qu'après ça, il s'est trouvé de job dans le secteur justement à cause de son expertise. C'était très intéressant, donc je sais pas si ça se trouve encore sur YouTube peut-être ou une plateforme du genre, mais ça vaut la peine. Des histoires comme ça, il y en a quand même beaucoup, là, beaucoup de pirates, puis au courant, bon, que ce soit même au courant des années 80, lorsque le World Wide Web n'existait pas, c'était quelque chose qui arrivait, là, des dénis de service, puis les machines étaient beaucoup moins robustes aussi à l'époque. Un autre truc qui est intéressant avec le botnet, en fait, intéressant pour le hacker, c'est que ce logiciel-là, on l'installe sur un autre ordinateur, puis il n'y a rien qui t'empêche, en fait, de chaîner ces botnets-là dans leur communication. Fait que comme ça, le hacker qui voudrait exécuter poser un geste malveillant sur un ordinateur sans se faire trouver, va réussir à établir une chaîne de botnets qui vont communiquer entre eux pour brouiller ces pistes. Okay. Il n'y a rien qui t'empêche en fait d'avoir le contrôle d'un ordinateur, par exemple au Brésil, qui communique avec un ordinateur en France, qui communique avec un autre ordinateur en Afrique et en Asie pour faire une attaque aux États-Unis ou chez ton voisin. Okay. Donc, il y a vraiment... C'est un virus parmi d'autres, mais un virus qui peut être quand même assez pratique lorsqu'on a des dessins justement là, de hacking. Puis justement, c'est ce qui cause des problèmes quant à l'identification des sources des attaques et qui vient compliquer en fait ce qu'on peut poser comme geste diplomatiquement parlant, parce que c'est pas comme un acte de guerre où est-ce que une arme va avoir une signature très particulière quant à sa puissance, quant à son déploiement, quant à la portée de ceux qui peuvent déployer une telle arme. Donc, en général, on va être capable de poser une enquête pour trouver, mais dans le cyberespace, c'est très, très, très compliqué étant donné que tout le monde est connecté. Okay. Puis, justement, par rapport à l'Estonie, on n'a jamais pu prouver que ça venait du gouvernement russe. Non. On s'en doute fortement. Donc, c'est pourquoi, en fait, on a retrouvé des compagnies de cybersécurité qui ont grandi beaucoup, des noms très connus, puis qui sont très prolifiques, là, dont Symantec, c'est à eux qu'appartiennent l'antivirus Norton. OK. Puis de l'autre côté, Symantec c'est américain. De l'autre côté, on a Kaspersky, qui est le leader mondial, le leader russe en matière de sécurité, en matière de cybersécurité. Puis c'est comme tu as dit, comme tu as mentionné, c'est beaucoup des anciens hackers qu'on va engager dans ces compagnies-là. Encore une fois, plus particulièrement en Russie, parce que les gens qui réussissent à se démarquer, justement. J'ai lu aussi, d'ailleurs, autre parenthèse par rapport à la Russie, comme quoi, étant donné que la Russie n'a pas beaucoup d'accords d'extradition avec les autres pays, beaucoup de fraude fiscale on réussit en fait à retracer les pistes à partir de la Russie parce que justement, c'est des hackers qui n'ont pas grand-chose à perdre de poser justement des crimes économiques ailleurs. Puis le gouvernement n'a pas vraiment d'intérêt n'a pas d'intérêt à agir contre ces gens-là. Est-ce qu'ils en retirent un certain bénéfice? Ça, c'est à voir. Mais ils n'ont pas vraiment d'intérêt à les poursuivre parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, premièrement. Puis, parce que c'est pas fait à l'intérieur du pays. Donc, c'est vraiment les attaques étrangères. Puis ça, c'est vraiment complexe parce que ces attaques-là, on peut pas vraiment les contrer à moins d'utiliser justement des solutions de cybersécurité comme offrent les compagnies dont je vous parlais. OK. Puis justement, ça, tu disais que le gouvernement n'a pas vraiment d'intérêt. À la limite, son intérêt, ça serait juste d'avoir une bonne réputation à l'international. Puis mettons que la Russie a bien des croûtes à manger avant de se rendre là. Puis je pense rendu là, ils s'en foutent un peu. Ça serait pas assez non plus pour compenser toutes leurs autres actions et la mauvaise réputation. Exactement. Donc, effectivement, ils ont très peu d'intérêt. Très peu d'intérêt.
Donc, il y a différents types de virus. En fait, je vous ai parlé des botnets qui permettent de faire des attaques de DOS, mais il y a d'autres types de virus aussi. Essentiellement, un virus, c'est tout simplement un logiciel qui est fait pour faire du mal à un matériel informatique. OK. Ou à des personnes aussi, mais à travers les matériels informatiques. Donc, on retrouve un de ceux, en fait, qu'on retrouve le plus dans les médias ces temps-ci, c'est les rançongiciels, Ransomware en français. Ransomware. En anglais plutôt. En anglais. Donc, dans le fond, c'est des logiciels qui viennent verrouiller ou crypter l'information qui se retrouve sur un appareil informatique, un appareil électronique, que ce soit un ordinateur ou un téléphone cellulaire, et qui demandent une rançon pour avoir la clé qui va permettre de décrypter le contenu. Puis ça, c'est vraiment critique lorsqu'on se retrouve en entreprise, parce que des fois, c'est des serveurs entiers avec les backups qui sont cryptés, puis on est prêt à débourser de l'argent parce qu'on le sait que ça vaut très cher. Ouais. Donc, c'est très payant pour les hackers qui réussissent à poser ces gestes-là. Sinon, un autre plus classique, c'est le cheval de Troie, qui est un virus qui permet tout simplement en fait, d'avoir accès au contenu de l'ordinateur. Donc, des fois, ce que les hackers vont vouloir faire avec un tel outil, c'est d'aller justement piger dans l'information personnelle qu'on aurait pu laisser comme trace sur l'ordinateur, que ce soit des numéros de carte de crédit ou des trucs comme ça. C'est une technique qui est moins employée aujourd'hui parce qu'on est bien protégé contre ça. En général, on a des pare-feux justement qui viennent nous protéger, qui viennent empêcher ces connexions-là parce qu'on reconnaît finalement le système d'exploitation, comme Windows par exemple, reconnaît immédiatement que cette connexion-là n'est pas sollicitée. Un autre très vieux type de virus qu'on retrouve un peu moins, je vais vous en parler d'un très populaire par la suite, mais le ver, donc le worm, qui a la particularité en fait d'être un logiciel qui se reproduit. Okay. Donc, c'est un logiciel qui, lorsqu'il est activé, va tenter de créer des copies sur à un maximum d'endroits atteignables par l'ordinateur. Donc, ça peut se faire sur un réseau, ça peut se faire à travers les périphériques. Donc, par exemple, on branche une clé USB, on a un verre sur notre ordinateur, le verre va aller se répliquer sur la clé USB. Je suis rendu là en fait. Je vais vous parler d'un verre très connu. Puis, je pense que je te vois venir. Oui, Stuxnet. Est-ce que tu connais Stuxnet? Non? Je pensais pas à ça. Auquel tu pensais? Je parle pas de verre solitaire. Okay. En fait, je sais même pas si c'est un verre, mais je pense que le premier virus vraiment, je pense, qui a été connu dans le mainstream, ça a été ce I Love You, à fin des années 90, peut-être plus début 2000 même, où en fait, il y avait un message qui s'affichait sur son écran qui était écrit I Love You, et puis les lettres descendaient, et puis là, on voyait, c'était carrément ton ordinateur qui semblait s'effondrer sur lui-même, tout le contenu, et c'était fini. C'était merci, bonsoir, tout est effacé. Il n'y a plus d'espoir de retrouver ça. Des logiciels destructeurs comme ça, puis oui, c'est du type vert, parce qu'effectivement, les ordinateurs se contaminaient entre eux lorsqu'il y avait de l'échange d'informations. Des fois, je te parle de type de virus, mais on peut retrouver un virus qui pourrait être de 2 ou 3 types. Il n'y a rien qui l'empêche en fait au virus d'être de plusieurs types. Mais oui, effectivement, c'est un exemple classique, très destructeur. Puis ce genre de virus-là, on en retrouve de moins en moins parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à développer ces logiciels-là. Puis ils sont relativement faciles à détecter aussi. Okay. C'est assez facile de voir que, c'est une opération assez commune que de vouloir tout supprimer. C'est assez évident comme processus destructeur. Donc, les logiciels de cybersécurité les détectent assez rapidement. Non, moi je voulais te parler de Stuxnet, puis ça va t'intéresser. On a tendance à parler souvent de l'Iran dans notre podcast. Donc, Stuxnet, en fait, c'est un virus de type vert qui était très élaboré, qui visait en fait un matériel industriel très particulier. Donc, c'est un virus qui était très subtil. Les compagnies de cybersécurité ils ont pris des années à le trouver. Donc, lorsqu'on a découvert ce virus-là, on le savait qu'il avait déjà infecté beaucoup d'ordinateurs, on avait de la difficulté à les dénombrer. Ça pouvait être dans les milliers, dans les dizaines de milliers, dans les centaines de milliers. On est à peu près fin année 2000 à peu près. Puis le ver, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il vise en fait des installations industrielles. Donc en particulier les ordinateurs qu'on appelle automates programmables. Siemens en font, dans les grosses compagnies, il y a Siemens, Allen Bradley. C'est des ordinateurs en fait qui sont vraiment faits
pour contrôler de la machinerie. OK. Donc, ça fonctionne beaucoup. C'est souvent, en fait, des électroniciens, là, ceux qui construisaient, en fait, les panneaux électriques pour alimenter, protéger les équipements industriels, donc les chaînes de montage, etc. C'est des ordinateurs, en fait, qui ont une programmation très classique, mais qui est faite, en fait, pour faire du temps réel. Donc, on s'assure que l'opération est faite au bon moment, avec grande précision. Donc, c'est vraiment c'est pas des ordinateurs de tous les jours. Donc, c'est déjà particulier, en fait, qu'un virus vise de telles installations, donc des automates programmables, puis c'était particulièrement, en fait, ceux de Siemens qui visaient. Donc, ce que ce verre-là faisait, c'est lorsqu'il détectait cet appareil-là, il allait détourner subtilement leur fonctionnement, donc venait changer des valeurs de contrôle, tout en envoyant aux appareils de supervision, donc les écrans d'affichage, etc., les valeurs qui sont supposées être les bonnes. Okay. Donc, on venait causer du tort, en fait, manipuler le fonctionnement de l'appareil sans montrer à l'opérateur que l'appareil avait changé de comportement. Mais c'est ça. Puis en fait, ce qu'on a fini par comprendre en voyant que le virus était très répandu en Iran, c'est qu'il visait particulièrement les installations nucléaires iraniennes. Parce que le verre, ce qu'il faisait, c'est qu'il se connectait aux automates programmables des centrales nucléaires iraniennes, puis allait affecter le comportement des centrifugeuses, qui est un des éléments les plus coûteux, les plus complexes à développer dans un complexe nucléaire. Au point tel que ça a causé des pannes généralisées qui ont complètement mis à terre les installations nucléaires iraniennes. Wow. Des installations qui sont complètement déconnectées du reste du monde. Ils ont un intranet, donc les ordinateurs sont tous connectés ensemble entre elles à l'intérieur du complexe, mais il n'y a aucune connexion vers l'extérieur. C'est une clé USB qui a été connectée à un des appareils par inadvertance. Probablement, en fait, on assume que l'utilisateur qui aurait branché la clé USB, il n'y avait pas de mauvaise intention, c'est que la clé était infectée. Elle a quand même atteint son objectif, parce qu'un virus aussi spécialisé, ça fait pas vraiment de sens que c'était pas l'intention. Non, c'est ça. D'ailleurs, ça a causé un véritable émoi sur la scène internationale, parce que c'est vraiment là que ça a mis à jour, en fait, ça a mis à la vue de tous, que les Iraniens étaient en train de développer l'arme nucléaire. Ok, c'est ça, que leur centrale, c'était pas seulement pour de l'énergie, c'était dans un but d'armement aussi. Exactement. Okay. Donc, on estime en fait qu'il y aurait eu autour de plus de 200 000 ordinateurs qui auraient été affectés. Puis, ce qu'on semblerait croire chez les experts, c'est que ça serait une attaque informatique jointe d'Israël et des États-Unis. Okay. Mais ça a toujours été démenti. Je pensais bien les Américains, mais c'est vrai qu'effectivement, racheter Israël dans le lot, ça ferait beaucoup de sens. Donc, pour vous parler un peu des virus et de la cyberguerre, donc vous voyez un peu ce que ça implique. Ce qu'on comprend, c'est qu'à l'époque, on a commencé à avoir peur de ce que les virus pouvaient causer comme tort au niveau des systèmes, des systèmes en fait qui régissent notre vie, que ce soit les systèmes électriques, que ce soit le chauffage, les communications, etc. Puis on a eu beaucoup de craintes en fait qu'à un moment donné, on se retrouve justement avec des attaques qui ressembleraient à des attaques nucléaires en termes de dégâts, donc des milliers et des milliers de personnes qui seraient privées en fait de ressources essentielles. Puis cette menace-là, c'est un petit peu amenuisé, comme je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, il y a peut-être 5-10 ans, alors que ce genre d'événements-là, que ce soit en Estonie ou en Iran, se produisait. Puis aujourd'hui, en fait, à l'époque, on était très en retard sur la sécurité informatique. Aujourd'hui, on s'est beaucoup amélioré. On protège beaucoup mieux nos systèmes. Les systèmes d'exploitation sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus axés, en fait, sur le contrôle des échanges entre les différents programmes puis l'Internet. Parce que tout est connecté. C'est fondamental. Ouais. Malheureusement, le piratage, ça dépasse les notions de code puis de compréhension de l'informatique. Ça passe aussi par ce qu'on appelle le phishing ou le hameçonnage. Donc, c'est un peu poche comme piratage. Ça demande pas vraiment ça demande pas vraiment de technique, de connaissance, d'être un aguerri de l'informatique.
c'est vraiment juste de la fraude, de la tromperie. C'est le fameux prince nigérien qui t'écrit pour te dire qu'il y a des millions de dollars à donner. Là. On rappelle que le Nigeria n'a pas de prince. C'est pas une monarchie. J'aimerais ça que tu lises mes notes ici. Donc, c'est exactement l'exemple que je donne. Donc, les fameux princes nigériens, oui, c'est un exemple assez connu. Là. Effectivement. Donc, qui vous demande de les aider à transférer de l'argent. Puis, on est vraiment loin, en fait, de cette époque-là, où est-ce que c'était du hameçonnage vraiment facile. Des coups de téléphone aussi qui se faisaient depuis très longtemps, qui allaient un peu qui abondaient dans ce sens-là. Aujourd'hui, on retrouve des imitations qui sont fort réussies des institutions bancaires, de services web gouvernementaux, etc. Puis on a quand même des moyens de se protéger contre ça. C'est vraiment important lorsqu'on a un doute. Puis même pas quand vous avez un doute, lorsque vous accédez à un site internet où est-ce que vous allez faire des transactions et tout, de vous assurer que premièrement, votre navigateur est à jour. Donc lorsque vous utilisez Firefox, Chrome, peu importe, évitez les vieux navigateurs comme Internet Explorer aussi. Donc, première règle. Deuxième règle, assurez-vous de voir le petit cadenas en haut à gauche. C'est niaiseux. Mais ça, c'est le certificat. Donc, c'est une instance neutre, indépendante, qui se fait payer pour certifier comme quoi le site est vraiment sécurisé, avec le nom de l'institution qui a payé pour la certification. Donc, c'est très bien réglementé, c'est très bien protégé. Donc, par exemple, vous allez sur Desjardins, assurez-vous que vous voyez le petit cadenas, que le certificat, surtout en fait, que le certificat correspond à vraiment l'instance à laquelle vous allez accéder. C'est vraiment Desjardins. Malheureusement, ça arrive, on agit rapidement, on voit un message, oh, la banque elle nous doit de l'argent, peu importe, ou on est en défaut de paiement, peu importe, on clique rapidement puis on s'en va voir. Si vous faites avoir, c'est pas grave, il n'y a pas de honte à ça. Ben, c'est grave, mais je veux dire, il n'y a pas de honte à ça. C'est important d'en parler, de prendre des gestes, parce que c'est pas parce que ça se passe dans le cyberespace que ça n'a pas d'impact sur votre vie. Mais surtout, en fait, lorsque vous faites avoir, par exemple, sur des sites de réseaux sociaux ou sur une adresse de messagerie, ben là, c'est tous vos contacts qui deviennent de potentielles victimes parce que ça se répand très rapidement lorsqu'on réussit à mettre la main sur des listes comme ça. À la base, c'était beaucoup les adresses courriels. On l'utilise moins aujourd'hui, mais des fausses pages Facebook qui vous invitent à vous connecter puis qui sont en fait des simulacres qui font juste récolter votre information. Il y en a beaucoup. Puis en général, ils agissent assez rapidement pour aller changer votre mot de passe puis réutiliser vos informations. Donc c'est important de réagir rapidement puis de toujours être prudent. Là. Ça, c'était mon petit... Ton petit code d'hygiène, d'étiquette. Oui, votre hygiène informatique. J'aime ça comme expression. Je sais un peu qui l'a sorti, ça vient pas de moi, mais... c'est bon. Mais cela dit, je parlais d'hameçonnage. Je voulais pas vous parler de prince nigérien, en fait. Je voulais parler de quelque chose de beaucoup plus pernicieux, en fait. Puis on en parle, en fait, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est les fameux fake news. Ouais. Donc, lorsqu'il est question, en fait, d'ingérence russe dans le cadre de la campagne présidentielle, on parle vraiment là, du pullulement des canaux d'information trompeuses, ces fameux distributeurs, justement, de fake news, qui, par leur abondance, puis par l'exploitation des failles dans les algorithmes de référencement, puis de recherche, de ciblage, réussissent à atteindre les gens qui sont les plus susceptibles de se faire berner par ces informations-là. Puis, dans le flot continu d'informations qu'on reçoit justement sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale, sur les forums, etc., peu importe la plateforme en fait, ben, ça devient difficile de faire la distinction entre le vrai du faux. Puis, en utilisant justement ces canaux d'information-là, on construit de redoutables outils de propagande finalement. Où est-ce que ça devient très facile en fait de propager de l'information que les gens vont tout simplement gober puis qui vont prendre ensuite des décisions par rapport à ça. Puis malheureusement, les réseaux comme Facebook ou Twitter sont victimes d'eux-mêmes parce que malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire pour déployer tous les efforts qu'ils peuvent déployer en fait pour se protéger contre ça, pour lutter contre cette propagande, c'est difficile dans le flux continuel d'informations, puis surtout dans les attaques répétées. Puis là, je dis attaque, mais dans le sens qu'on va tout le temps essayer de déjouer les algorithmes.
ben c'est difficile de tout le temps suivre cette course effrénée à une espèce d'armement virtuel. Ouais. Parce que, par exemple, ces plateformes-là utilisent comme outil principal, en fait, l'utilisateur lui-même qui va venir dénoncer ces contenus-là. Donc, par exemple, vous êtes sur Facebook, vous voyez un contenu indésirable ou quelque chose qui vous semble qui vous semble dérangeant, vous avez l'option de masquer la publication, par exemple, mais aussi de la dénoncer. Puis là, vous pouvez écrire un petit mot comme quoi « j'ai pas aimé ça parce que telle affaire », vous remplissez un petit choix de réponse, puis vous envoyez ça à Facebook. Mais ça peut aller à l'inverse aussi. Ceux qui sont habiles, qui ont, par exemple, une usine à clics à portée de main, donc des gens qui sont payés pour tout simplement aller cliquer puis créer des faux comptes et les travailler, vont pouvoir utiliser ces outils-là aussi pour, par exemple, dénoncer du contenu qui serait véridique, mais qui viendrait porter tort aux idées qu'eux autres veulent faire avancer. Exactement. Donc, il y a toute cette guerre-là qui s'installe, puis aussi, lorsque le canot est brûlé, on a juste à en créer un autre parce que c'est tellement facile sur Internet, comme je vous disais au début des années 90, c'est déjà possible pour tout le monde de construire une page personnelle ou une petite application web. Aujourd'hui, ça l'est encore plus, puis les outils sont présents. Puis, on peut même parler en fait d'apprentissage machine, donc lorsque on réussit à programmer des algorithmes qui apprennent d'eux-mêmes et qui s'améliorent, entre guillemets, en se faisant justement donner du contenu constamment, il y a moyen de retourner cet apprentissage-là en notre faveur en lui fournissant de l'information qui est biaisée. C'est souvent le problème en fait avec l'apprentissage machine, puis je vous expliquerai pas en long et en large ce qu'est l'apprentissage machine, on en a parlé dans plusieurs épisodes. Ouais, un peu l'épisode sur les deepfakes que j'avais fait, j'avais élaboré un petit peu sur la base de ce que c'est l'apprentissage machine, donc il faut aller écouter ça. Donc, j'en ai parlé un peu aussi dans mon épisode sur la traduction. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça vous intéresse également. C'est le gros buzzword dans le domaine de l'informatique, puis on le retrouve beaucoup quand on parle justement de... notre premier épisode, c'était l'industrie 4.0, on en parle beaucoup justement. Puis, dans le fond, c'est ça, le problème avec l'intelligence artificielle puis l'apprentissage machine, c'est que elle est complètement dépendante des données qu'on lui donne. Donc, si les données sont biaisées, les modèles sur lesquels elle se base pour prendre des décisions par la suite sont biaisés aussi, puis c'est à recommencer. C'est très dur de désapprendre quelque chose à une intelligence artificielle. Donc, malheureusement, Facebook, Twitter, toutes ces plateformes-là doivent constamment se remettre à jour puis réussir à reconstruire leurs algorithmes, les améliorer, les peaufiner pour se protéger contre cette nouvelle forme de piratage qui ont des dessins très sombres. Ouais. Je sais pas si vous avez des questions. C'est un sujet qui est quand même complexe, qui est quand même large, mais que je suis sûr que vous voyez un peu les implications. Là. Ça dépasse l'espionnage dont on a entendu parler par rapport à la NSA qui écoutait les appels téléphoniques. Là. On dépasse un peu ça, puis on se retrouve vraiment dans une nouvelle guerre de mots. C'est ça, puis on est dans une zone tellement floue, justement, où tu disais, tu parlais au début de l'épisode, on sait pas nécessairement d'où viennent les attaques, on peut avoir des doutes, on peut avoir des indices, mais la certitude n'est jamais vraiment là. Donc il n'y a jamais personne d'imputable. Ben c'est ça, puis encore là aussi le flou à la fin, justement, avec la guerre des mots, avec une nouvelle forme de propagande qui passe par une forme de piratage aussi, donc... Une belle zone de grise compliquée comme on les aime. Oui. Mais justement, je pense que c'est des beaux défis pour la suite des choses, pour le politique, le social aussi, parce qu'en tant que société, il faut se questionner beaucoup sur... on parle beaucoup de l'importance, en fait, des médias traditionnels, puis il y a vraiment une guerre d'idées un peu par rapport à ça, sur le rôle qu'ils devraient prendre. Donc, la pertinence des médias traditionnels est quelque chose dont on doit parler parce que face au flot continuel d'informations auxquelles on fait face à tous les jours puis qui proviennent de sources tellement variées, c'est très difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux. Puis, c'est pourquoi je pense que les médias traditionnels, c'est important qu'ils se redéfinissent puis qu'ils se refondent comme institution fondamentale à la démocratie parce que c'est eux qui finalement vérifier ces faits-là qui sont constamment... Lorsqu'on est rendu au point où on peut pirater l'information qu'on transige,
on arrive là. Ouais, puis t'as dit le mot-clé, je pense, là-dedans, c'est la démocratie, justement, à quel point c'est ça qui vient être en jeu, justement, c'est de garder notre démocratie. Puis ça passe justement par un plus grand rôle qu'avant des médias traditionnels. Donc, ça dépasse le piratage des boîtes électorales ou des robocalls. Ouais, effectivement. Pierre Poutine, comme certains s'en souviennent peut-être de l'élection de 2011. Enfin, bref. Merci beaucoup, Sam. Très intéressant. Merci à toi. Mais avant toute chose, je pense que tu avais... on va faire une petite mise en abîme, puis on va parler de podcast. Ben oui, c'est ça, comme je disais au début de l'émission. En fait, je vais vous parler du podcast Montréal Parallèle, qui est un bulletin de nouvelles fictif qui se passe dans une réalité alternative, mais pas si loin de chez nous malgré tout, et qui se situe aussi dans un futur proche. Il n'y a pas de date de mentionner, il n'y a rien de daté, mais on sent par certaines technologies dans l'émission qu'on est dans un futur proche, probable aussi. En fait, il y a souvent malgré le fait que ça soit un univers alternatif, il y a souvent des références à ce qui se passe dans l'actualité québécoise. Par exemple, durant l'élection, il y avait aussi une élection qui se passait dans cet univers-là. Et le gagnant, le premier ministre élu, a été la ville de Sorel-Tracy. Ville de Sorel-Tracy qui est en train de se multiplier et qui vient à contaminer et devenir d'autres réseaux. Donc, en fait, qui vient à prendre la place de d'autres villes. Il y a toute une histoire avec ça. Qui vient nous contaminer jusqu'à nous avec la bière que j'ai présentée. Qui vient de Sorel-Tracy. Oh mon Dieu, tout est dans tout. Mais c'est ça que je vous disais, on est proche de la réalité avec Montréal. Ouais, vraiment. Sorel-Tracy. Tracy. Ouais. Un autre exemple plus cocasse, c'est Hochelaga qui devient indépendante et qui construit un mur pour arrêter la gentrification. En fait, une des mesures, ça va être que selon le nombre de dents qu'on a, on va pouvoir rentrer dans la ville ou non. Je vous laisse deviner si c'est un nombre de dents moindre que la moyenne ou non, selon les préjugés qu'on a envers en Hochelaga Maisonneuve. Et dernier exemple, c'est en fait Omni, qui est le Facebook de cet univers-là, mais qui trouve le moyen d'être encore plus intrusif que le Facebook qu'on connaît ici. Donc on parle même d'implants qui sont placés dans le cerveau, où on voit en fait qui nous envoient de la publicité constamment. À la Black Mirror, énormément. Le personnage principal de cette histoire-là, si on veut, c'est l'animateur de l'émission qui s'appelle Avéric Bouchard, qui a des répliques parfois assassines, mais qui est surtout un être assez pathétique. Donc, qui donne vraiment un ton très léger à l'émission. Donc, je l'ai pas dit encore, mais c'est très humoristique comme émission, mais qui touche quand même à des enjeux parfois plutôt sérieux, même si c'est dans un univers parallèle. Il y a aussi une équipe de chroniqueurs qui fait partie du show. Mes deux préférés, c'est Magaline et Bobby Mercier. C'est aussi les deux principaux qui viennent vraiment à chaque épisode. Ça nous rappelle aussi certains chroniqueurs qu'on peut voir dans nos médias. Magaline, qui est un peu l'espèce de... qui est au début stagiaire, puis qui devient plus chroniqueuse culturelle, puis finalement qui fait un peu de tout, mais... Tu sais, comme un moment donné, elle commence en récitant un exposé qu'elle a fait au cégep au secondaire. Là. Genre, bonjour, aujourd'hui dans ma chronique, je vais vous parler de... C'est comme, c'est un show de radio. Fait comme, oui, mais je l'ai fait avant, puis c'est pas grave. Puis... Mais tu sais, du monde comme ça que tu vois, tu comprends pas trop ce qu'ils font là, mais qui sont là. En tout cas, ça me rappelle certains chroniqueurs. Certains discours qu'on entend parfois dans les médias. C'est une caricature, évidemment, c'est amplifié. Mais c'est très bien fait. Donc, si jamais vous voulez l'écouter, en fait, je vous recommande vraiment d'écouter dans l'ordre. Parce qu'il y a vraiment un univers qui se crée au fil des saisons, au fil des épisodes. La création de l'univers est juste excellente. Il y a plein de clins d'œil d'un épisode à l'autre sur des trucs qui ont été mentionnés auparavant. Donc, l'auditeur qui va vraiment qui va porter une oreille attentive à l'émission va y trouver son compte un peu plus tard des fois pour ces petits easter eggs-là qui sont juste glissés comme ça sans qu'on s'en rende trop. Puis on voit en fait aussi l'évolution des événements qui ont été mentionnés précédemment. Donc toute la création d'Hochelag qui devient indépendante, ça se fait au cours de la saison 1, mais c'est tout, tu vois les événements qui mènent à ça, puis ensuite les impacts que ça a, puis même dans la saison 2 du show, on continue par la bande des fois à le mentionner. Donc là, tu sais, comme l'exemple que je donnais de Sorel-Tracy, c'est dans la saison 2 qui se passe actuellement. Puis j'ai juste hâte de voir avec les prochains épisodes, ok, mais où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que le Québec au complet va devenir Sorel-Tracy? Puis on voit aussi en fait une évolution
dans la relation qu'ont les personnages entre eux et entre justement le travail que vont faire les chroniqueurs. Donc, à ce niveau-là, justement, c'est la construction de l'univers et des personnages est très bonne. Donc, ça me donne un peu l'impression que ça se passe pour de vrai, là, que c'est réel. Là. Donc ça, je mentionnais les saisons. Pour l'instant, il y a 2 saisons. La première contient 6 épisodes, puis la deuxième, pour l'instant, à la date où on enregistre, il y en a 7 de sortie. C'est à peu près 20 à 25 minutes par épisode, donc ça s'écoute vraiment bien. C'est juste une bonne durée, je trouve. Écoutez, je les ai écoutés en rafale en dedans de 2 jours, je pense, les 2 saisons. Donc ça s'écoute vraiment très bien. Puis je mentionnais au début de l'émission, en fait, que je voyais certains liens un peu avec notre show. C'est surtout quand on va parler de politique, de technologie ou du futur au sens plus large, et surtout le mélange de ces 3 éléments-là, comme on le fait parfois. Je trouve qu'il y a des liens avec cet univers-là parallèle, avec certains futurs possibles qu'on va mentionner. Il y a des fois que c'est pas loin de ce qu'on a dit, puis on est comme, ok, c'est pas assez à côté de la plaque que ça. Oui, ça se veut humoristique, mais c'est tellement loin d'être impossible non plus, ce qui est tanné dans cette émission-là. Donc je trouve que je trouve ça drôle le lien en fait qu'il y a avec certaines chroniques qu'on a fait, certaines émissions qu'on a faites. On disait vraiment comme si eux autres, c'était notre penchant humoristique. Puis nous, on avait le côté plus, on va rentrer dans le détail, puis on va parler de la situation, puis eux, c'est, ok, on va en rire. Je sais pas, je trouve ça le fun. Je trouve ça quand même intéressant. Mais je trouve que ça va dans une mouvance, justement, où est-ce que, autant d'un point de vue artistique que journalistique, tout ça, sans tomber dans l'alarmisme, on tend à vouloir justement montrer ces choses-là qui sont laides, qui sont dérangeantes, qui viennent nous perturber en tant qu'être humain. Puis on a différents canaux pour le faire. Nous autres, on y va par rapport à des grands thèmes, des grands sujets. Eux, ils vont par l'humour, finalement. Mais tu sais, à la fin de notre show, on se moque un peu, justement, de la façon dont tu les finis des fois, où ça fait en queue de poisson. Mais en même temps, ça montre un peu, justement, les inquiétudes qu'on a par rapport à l'avenir. Puis, je veux dire, on pourrait faire une émission là-dessus, mais on considère souvent, justement, que les générations Y et des milléniaux, c'est les premières générations qui ont conscience que leur avenir va probablement être moins beau que leur présent. Ouais. Effectivement. Puis c'est le genre de réflexion qui vient des fois à la fin des épisodes de Montréal Parallèle, justement, où oui, j'ai ri, souvent à voix haute. Je suis content de l'avoir écouté chez moi, pas dans l'autobus. Ça aurait été spécial un peu. Mais justement, c'est ce genre de conclusion-là qu'on a des fois à la fin de l'épisode, où il y a vraiment sans que ça soit aussi sombre, mais tu sais qu'il y a vraiment une réflexion que ça vient pousser notre réflexion plus loin sur certains enjeux, même en passant par la comédie, même en passant par une réalité alternative. Donc bref, je pense que si vous aimez notre émission, si vous aimez On Jase là, je pense qu'il y a des chances que Montréal Parallèle vienne vous chercher aussi. Si vous voulez en savoir plus aussi sur le processus créatif de Montréal Parallèle, il y a Les Mystérieux Étonnants. J'en ai parlé il y a quelques semaines de ce podcast-là, un des meilleurs podcasts au Québec, selon moi, qui ont un Patreon, donc une plateforme où on peut les encourager. Et si on leur donne 4$ par mois, on a accès à un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Montréal Parallèle. L'animateur des Mystérieux Étonnants, Benoît Mercier, a fait une entrevue d'un peu plus d'1 heure avec le créateur de Montréal Parallèle, et où il parle justement de ses influences, de comment il crée ça, comment il fait un univers aussi riche, aussi complet. C'est super intéressant, je vous le recommande. Si vous êtes déjà abonné au Patreon des Mystérieux Étonnants, ou sinon d'aller voir les Mystérieux Étonnants si vous aimez ça, encouragez-les et allez écouter cet épisode-là. Mais je vous recommande surtout d'écouter la série Montréal Parallèle avant d'écouter l'entrevue, parce que sinon vous allez vous faire spoiler. J'avais écouté les premiers 15 minutes, puis j'étais comme, ok, je vais me garder des surprises, j'avais arrêté, j'avais été écouter la série au complet, et puis ensuite j'avais fini l'entrevue. Donc voilà, je recommande Montréal Parallèle à tout le monde. Propager la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Marc-André. Ça me fait plaisir. Et puis, c'est ce qui conclut notre épisode. Et c'est ce qui conclut aussi cette mi-saison, cette saison, peu importe comment le nommer. On prend une petite pause pour les fêtes, en fait, et 2 petites nouvelles. Donc, c'est ça. Donc, la première étant cette pause. Donc, on revient probablement vers la mi-janvier. On a des petits détails à régler avant notre retour. On a aussi, on veut profiter des fêtes. Et on vous souhaite aussi à tous de joyeuses fêtes. Et aussi, une belle nouvelle, c'est qu'en fait, notre chère Clarence, notre Clarence nationale, revient à la maison. Oui! Il va donc participer à nouveau
dans nos épisodes, dans notre podcast. Donc, on est très content de le revoir à l'émission. Éventuellement au mois de janvier. On aimait ça de l'entendre du loin, mais ça va faire du bien de l'entendre proche. Ouais, ça va être plus plaisant, je pense. Donc voilà, donc en terminant, je vous rappelle, chers auditrices, chers auditeurs, qu'on est disponible sur Podbean, Google Play, YouTube, Spotify et Apple Podcast. Sur Apple Podcast, très important de nous laisser 5 étoiles et des commentaires. Encore, on a un petit cadeau de Noël, laissez-nous une couple de commentaires. On serait bien contents, ça serait bien le fun. Oui, Noël. Joyeux Noël. Et finalement, on est disponible. En fait, venez nous retrouver sur Facebook et Instagram. Laissez-nous des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets même que vous voulez nous suggérer, ça pourrait toujours être très cool. Et si partagez l'émission, on apprécierait beaucoup. Donc voilà, Rosemary, Samuel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Joyeuses fêtes à vous tous. Joyeuses fêtes. On se retrouve quelque part en janvier. Bye bye. Au revoir.